si dans la conversation, tu es capable très rapidement de tisser des liens, parce que pour tisser des liens, il faut donner des choses soi-même, et qu'il y a une confiance qui s'installe, parce que comme tu l'as compris, la confiance ne s'achète ni sur Amazon, ni sur Temu, ni chez Walmart, ni chez Carrefour, ça se construit dans des relations humaines. Je n'ai pas plus confiance, j'adore prendre des risques, j'adore me dire que j'ai pas peur. Et j'ai peur de plein de choses. La peur, c'est un truc qui se travaille, mais les gens, ils ont surtout la peur d'avoir peur. Il y a une super bonne nouvelle. Tu es la solution. Mais il y a une très mauvaise nouvelle. Tu es aussi le problème. Tout vient de nous. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Normalement, je dis que je suis ravie de t'accueillir, mais je suis surtout ravie que ce soit toi qui m'accueille. Eh oui, tu es dans mon bureau, là. C'est vachement sympa. C'est notre aventure. Pourquoi t'as accepté de me donner du temps pour cette interview ? Parce que j'ai pas de temps et que c'est la chose la plus précieuse que j'ai. Et donc, de temps en temps, en fonction... Tu sais, comme je fais mon LinkedIn moi-même, donc il n'y a pas de committee manager. Il y a des gens qui m'écrivent et je leur réponds. Et comme j'ai placé aussi ma vie sous le signe de plutôt essayer de dire oui et de pas dire non à chaque fois, parce que je trouve que non, il n'y a rien de plus facile et oui, il y a rien de plus difficile. Donc voilà, toutes ces raisons nous amènent à nous rencontrer aujourd'hui. Bah c'est top. Moi, je t'ai repéré parce que t'avais changé ta photo. En disant, ça fait 4 ans que j'ai pas changé ma photo et donc j'assume une nouvelle photo. Bien sûr, bien sûr. Et que j'avais trouvé que c'était très chouette et particulièrement dans le thème de ce que je porte. Quand t'étais un petit garçon, Jean-Claude, tu te rêvais comment ? Tu t'imaginais comment en étant plus grand ? Quand j'étais petit, j'aurais rêvé être vétérinaire. Ok. Je voulais m'occuper des animaux et c'est amusant parce que tu vois, j'ai repensé à la fois quand tu me poses cette question et puis plus récemment parce qu'en fait, j'aurais adoré avoir des animaux et mes parents n'étaient pas très favorables à ça. Alors que maintenant, tu vois, je viens d'accueillir un deuxième chien pour mes enfants, ce qui me met dans une histoire pas possible. Il a encore fallu que je me réveille tôt ce matin, je cours. Voilà, donc pour aller m'occuper de cette c'est une petite chienne, c'est un labradoodle, c'est amusant. Donc j'avais déjà un chien, puis maintenant j'ai un deuxième chien. Et toi, ça aurait été un rêve quand j'étais enfant, d'avoir des chiens, d'avoir des animaux, vouloir m'occuper des animaux. C'était ça mon objectif. Ok. Si je te demandais de te présenter, tu dirais quoi ? Quand on me pose cette question, je réponds en disant je m'appelle Henri, j'aurais voulu réussir ma vie, mais ça c'est pour les gens de ma génération. Mais on la connaît quand même. Ouais, parce que je pense qu'elle est tellement puissante, elle a traversé les âges. Quand je me présente, aujourd'hui, je dis, voilà, je m'appelle Jean-Claude Lecrans et je viens plutôt du sud de la France, tu vois, là, tu as des vêtements de l'Olympique de Marseille, même si j'ai passé qu'une dizaine d'années de ma vie quand j'étais plus jeune dans le sud, mais j'aime bien venir de là, tu vois, j'aime bien me dire que je viens du sud de la France. Bon, je suis parisien depuis 50 piges, tu vois, mais parce que j'étais jeune et puis ensuite je suis reparti dans le sud, puis je suis revenu à Paris pour reprendre les études il y a presque 40 ans maintenant, tu vois, en 1986. Tu travailles depuis 30 ans ou presque 30 ans chez L'Oréal. Je suis bien avancé dans ma 30e année. C'est bien avancé. Mais pourquoi 30 ans ? C'est amusant parce que c'est un souvenir qui est encore très précis dans ma mémoire. Je pourrais même te dire comment j'étais habillé ce jour-là. C'est que je suis venu passer des entretiens à L'Oréal, dans cet immeuble, tu es avec moi aujourd'hui, au printemps de 1995. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ? Un truc impossible. À l'époque, je pensais vraiment que j'étais intéressé par travailler dans l'univers de ce qu'on appellerait aujourd'hui la tech. Ouais. Je travaillais pour une boîte italienne, tu vois, qui est toujours à côté de moi, là, l'un des trucs, qui s'appelle, parce qu'elle a presque disparu, qui s'appelait Olivetti, et je venais d'y passer 5 années, où j'avais eu différentes responsabilités opérationnelles dans le domaine des ressources humaines. Et moi, je me voyais, tu vois, les boîtes de, entre guillemets, qui me faisaient rêver à l'époque. C'était, je sais pas, Hewlett-Packard, une boîte qui s'appelait Digital Equipment. Donc, c'était un autre univers. Moi, je pensais que j'allais continuer mon parcours en faisant de la technologie. Donc, j'avais travaillé, c'est ce fabricant italien de traitement de texte, de machines à écrire, de premiers ordinateurs portables dans les années 90. En plus, j'avais traversé beaucoup de crises avec eux. J'y suis passé 5 ans. J'ai participé activement à 3 restructurations majeures de la filiale française qui employait quand même 4500 personnes à l'époque. C'était énorme. Et en fait, j'en suis parti parce que j'ai été chassé. Parce que c'était le moment de faire autre chose pour moi. Et donc voilà, je suis rentré chez L'Oréal complètement par hasard. J'avais aucune raison de rentrer. Et t'es là depuis 30 ans. Ouais, alors pas toujours au même endroit, pas toujours le même job, mais ouais, ça fait 30 ans maintenant que j'essaye de faire tous les jours le mieux possible pour L'Oréal. Donc directeur des relations humaines. Et alors, tiens. je suis attaché à ce titre parce que d'abord, c'est pas le mien.
Hein, moi, je ne suis que de passage, mais c'est le titre qu'ont eu mes prédécesseurs et je trouve que c'est quelqu'un, je ne sais pas lequel d'entre eux a pris ce titre-là. Et donc, voilà. Bon, L'Oréal, ça a 120 ans. Hein, donc, Ouais. tu t'imagines. Mais en 120 ans, d'abord, L'Oréal, c'est 5 patrons. Et c'est pas beaucoup plus de gens qui font des relations humaines. Donc, c'est une énorme responsabilité. Tu sais, moi, c'est pour ça à 30 ans, mais là, ça fait déjà un peu plus de 7 ans que c'est ma responsabilité. Si tu regardes dans le CAC 40 ou ailleurs, en 7 ans, tout le monde a déjà tourné, changé. Bien sûr. Donc ça fait 30 ans que Donc tu j'ai sers. du temps, Donc tu as du temps. un peu encore, ouais. C'est très important de s'inscrire dans des temps plus longs, dans un métier comme le mien, où si tu veux réussir des transformations, si tu veux réussir des changements, il faut prendre le temps de le faire bien. Et Mais pas se précipiter, pas répondre à la dernière injonction, le dernier quarter, la dernière dinguerie dans un monde de plus en plus dingue. C'est une énorme protection. est-ce que tu as le sentiment que la loyauté, elle est récompensée dans les entreprises? Non. Alors chez nous, parce que c'est une valeur cardinale, mais ailleurs, pas nécessairement, non. C'est pour ça aussi que, je sais pas, tu vois, j'essaie de mettre en place des politiques pour les seniors, en sachant que peut-être des gens qui vont écouter en disant ouais, tu fais partir des dirigeants seniors, oui. Et j'ai pas du tout la même attitude, tu sais. Moi, je viens des classes moyennes et donc j'essaie d'être fort avec les forts et faible avec les faibles. Donc c'est pas du tout la même chose pour moi. Et en plus, j'ai rappelé à des gens à la fois, tu vois, mon père qui est autodidacte, il a dû se faire gentiment licencier par AXA avec plein de bonnes raisons, par plein de compagnies quand il avait royalement, je pense, 53, 54 ans. Donc, j'ai traversé cette période avec lui. J'étais déjà RH à l'époque. Et donc, moi, j'essaie de faire attention. Pourquoi une politique sur les seniors? Parce que je pense que justement, maintenir dans l'emploi des gens plus fragiles, c'est absolument essentiel. Et pas uniquement... Par contre, des dirigeants, je pense que quand ils ont été extrêmement bien traités par nous, et à un moment donné savoir s'arrêter, c'est extrêmement important. Parce que c'est eux qui bloquent, c'est eux qui permettent peut-être pas à des nouvelles générations d'éclore ou de prendre le pouvoir, donc ça sera aussi mon tour un jour. C'est très important de l'avoir en tête. Tu dis volontiers que tu travailles dans les cuisines d'un grand restaurant? C'est une image que j'utilise avec mon équipe, tu vois, tu as une partie de mon équipe à côté, qui sont mes assistantes. Oui, moi, pourquoi je dis ça? C'est un hommage à ma grand-mère. Et que j'ai encore toutes ces recettes qu'elle collectionnait et tout. Et en fait, j'explique souvent que les recettes de cuisine, c'est comme un process. C'est-à-dire que c'est pas, des mecs viennent me voir en disant non, mais moi, j'ai mis en œuvre le process. Super. Et c'est important qu'il y en ait parce que ça donne un cadre. Maintenant, il faut savoir les interpréter. Il faut avoir un tour de main. C'est-à-dire que moi, ma grand-mère, elle avait toutes ses recettes de elle et elle faisait très mal la cuisine. À chaque fois, quand on les disait, mamie, c'est pas dingue. C'est oui, mais moi, j'ai suivi la recette. Et j'en ai retiré de là que juste suivre la recette, hein, c'est pas suffisant. Donc, il y a un savoir-faire, un tour de main, une façon d'entreprendre, une façon de faire les choses. Et moi, je considère dans mon métier que oui. D'abord, pourquoi? Parce que c'est ce que j'explique aux gens quand ils travaillent très proches avec moi. C'est comme dans un grand restaurant. Ouais. Quand tu fermes la porte, on est dans la cuisine, ça peut hurler, il fait chaud, il faut aller vite, voilà. Et moi, je suis toujours comme ça dans cette urgence, tu vois. Et effectivement, par un moment où, là, je t'apparais très calme, et puis maintenant, j'ai une apparence de vieux, donc les gens se disent, il est très calme. Bon, je suis pas du tout calme, mais je suis vieux, mais je suis pas du tout calme. Et parce qu'on peut traverser la vie en gardant des constantes. Et donc, si tu veux, oui, moi je pense que c'est important d'avoir la même animation, la même énergie. Et pourquoi aussi? Parce que je fais rarement le même plat. Alors, souvent, les gens me disent, les gens, ça m'amuse maintenant que je suis vieux, les mecs, ils se préparent à être interviewés par moi. J'ai jamais fait 2 fois le même interview. Pour une raison simple. Quand je vois les gens, je reprends le fil de la conversation que j'ai eue avant avec eux. Mais je fais pas le même interview parce que c'est des gens différents. Et que je pose pas toujours les mêmes questions, et non pas que j'essaye d'être imprédictif, mais surtout j'essaye de m'adapter le plus possible aux gens qui sont face à moi. Et comme j'en ai rencontré beaucoup, et que je continue à rencontrer beaucoup tous les jours, donc voilà, et tous les jours c'est des découvertes, et c'est des interactions avec mes équipes qui sont riches d'enseignements. Ça rend à mon avis mes équipes dingues, parce que pourquoi je vois autant de gens, pourquoi je leur pose autant de questions, pour moi c'est ça L'Oréal. En tout cas, c'est la fonction des relations humaines de L'Oréal. Qu'est-ce qui continue de te nourrir? Les gens! Ok. Mais aujourd'hui, attends, regarde. Si tu me demandes aujourd'hui, il faudrait que je te montre mon agenda. C'est ce que je dis, tu sais, c'est comme un médecin, regarde, je vais te montrer.
Les gens, ils me disent quand est-ce que je peux te voir. Je dis c'est pas évident parce que voilà mon agenda, tu vois. Je sais pas si tu le vois. C'est relativement rempli. Ouais. Et alors c'est relativement rempli, mais si tu veux que je te demande pour prochain slot. C'est une blague, c'est extrêmement rempli. Voilà, donc non, mais c'est pas, tu peux le voir. Je sais pas si tu le vois à l'écran, mais là, tu vois, je sais pas, j'ai peut-être un slot là vraiment. Tu vois là, par exemple, dans cette première semaine de novembre. Bon, Génial. C'est pas mal. Et donc je passe mon temps à dire mais non, trouver du temps parce que c'est ce que j'ai le moins, donc j'essaie d'en accorder et puis de trouver des créneaux. Mais c'est les rencontres. Donc ce matin, j'ai rencontré un jeune homme allemand qui travaille pour nous aux États-Unis et qui est exactement le contraire de ce qu'on dit qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'en fait, il a un job, mais pas vraiment, parce qu'on n'a pas réussi à vraiment bouger la personne, parce que c'est toujours la faute des autres. Et puis ensuite, on vient de déployer pendant des années un nouveau système HR. Je regarde, dans son cas, les données sont pas justes. Il me parle de sa petite copine, paf, une brésilienne qu'on a fait revenir, les données sont pas justes non plus. Je dis, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Je pose des questions dans tous les sens. C'est hyper amusant. T'es bon pour repérer les pépites? T'as toujours ça en tête? Non, oui, tout le temps. Tu sais, c'est ce que je dis à mes équipes. Quand j'interviewe quelqu'un, je me dis toujours, est-ce qu'un jour il pourra diriger L'Oréal? Donc j'ai toujours cette obsession en tête. Non, ce à quoi au fur et à mesure des années, je suis devenu pas mauvais, c'est à essayer de faire en sorte que... Moi, ce que j'essaie de faire quand je suis face à des gens, tu vois, quand j'étais plus jeune, je classais les gens. Et ça, j'ai arrêté de le faire depuis à peu près 25 ans, donc j'ai changé ma pratique il y a 25 ans. C'est pas dire il est bon ou pas bon, ça veut rien dire. J'essaie de trouver à quoi les gens vont être le meilleur. Et donc c'est pour ça que je finis jamais un entretien sans dire à chaque fois, je t'arrive pour L'Oréal, donc je vais d'abord regarder dans L'Oréal, mais si ça marche pas, je vais trouver une autre idée. Tu vois, je veux pas que les gens... Une autre idée ailleurs? Bien sûr. Ok. Je veux pas que les gens partent en se disant, voilà, juste j'ai été sélectionné bon, pas bon. Ça fait absolument rien dire, bon, pas bon. Ça veut dire bon à quoi, bon, comment, bon avec qui. Tu vois, il y a tellement d'ingrédients qu'il faut absolument savoir les relativiser et trouver ce à quoi je suis bon, c'est de permettre aux gens d'être le meilleur possible. Voilà, si tu me demandes. Je peux obtenir le meilleur. J'ai un savoir-faire pour amener les gens le plus loin possible. Donc souvent, j'explique que je suis un Sherpa. Je te mets dans mon sac à dos et on va partir. Et je vais m'adapter à la nature de la montagne où je vais te faire monter. Tout le monde n'est pas capable de faire l'Everest. Ok. Même aujourd'hui, avec la queue, avec un masque. Bien sûr, mais quand même tout. Mais dans la boîte, non, tout le monde n'est pas capable. Quelles sont les compétences, les qualités qui se retrouvent peut-être à chaque fois chez les pépites que tu as mis sur ton dos et qui t'a emmené? La curiosité. C'est le défaut des gens curieux. Alors, il y a des qualités, c'est-à-dire que non pas parce que, comme je te l'ai dit, moi, je viens un peu des classes moyennes. Tu sais, quand je parle avec mes enfants, je pense que je suis parti une fois, peut-être 2 fois en vacances avec mes parents. Enfin, tu vois, des choses normales pour ma génération ou pour des gens aujourd'hui. Et j'ai pas du tout été malheureux, tout va bien. Mais c'était comme ça. Et du coup, j'en ai des très bons souvenirs. Quand tu es parti une fois à l'étranger avec tes parents, tu t'en souviens toute ta vie. Mais non, les gens qui ont la niaque, si tu veux, les gens qui ont envie de faire mieux, les gens qui ont envie de s'élever, les gens qui ont une énergie, ça se voit tout de suite. La question, c'est comment la canaliser, ce qu'ils vont faire avec. Voilà, il y a des choses que tu vois à l'œil nu, des choses sur lesquelles il faut un peu plus creuser. Mais si tu réunis ça, voilà, moi je cherche des gens qui ont envie de changer de monde. Et pas de se conformer. Tu vois, moi j'ai un fond très insolent, que je peux exercer sur mes parents. Voilà. Mais donc ça me fait rire aujourd'hui maintenant d'avoir une de mes filles qui est particulièrement insolente avec moi. Ça m'amuse. Ça m'amuse. Tout ça est normal. C'est très normal. C'est pas agréable du tout, mais c'est très normal. Tu as aidé des centaines, voire probablement des milliers de personnes. Ouais. Qui t'a aidé, toi, à te développer, à grandir dans l'entreprise? Dans la boîte. Ouais, et peut-être pas que dans la boîte. Dans la vie, pas grand monde. Non, parce que je suis très particulier. D'ailleurs, je déteste parler de moi, j'ai un fond très timide, je suis très timide à l'origine. C'est un énorme effort que je fais sur moi-même. Les gens veulent pas me croire, mais c'est vrai. Non, personne, j'ai construit quelque chose qui est lié à la façon dont j'observe le monde. J'ai pas du tout besoin. Et ça tombe bien. Si tu me demandes vraiment, très très peu de gens. Ok. Très très peu de gens. Parce que je les repousse, parce que je sais pas du tout, je laisse très peu de gens entrer dans mon intimité. Voilà. C'est toute une façon de m'être construit qui fait que c'est pas du tout facile. Donc ça va être très facile en apparence, mais souvent c'est ça qui me fait rire. Quand les gens me connaissent très mal, ils vont avoir retenu que j'ai beaucoup parlé. Je parle très peu, je pose beaucoup de questions et j'attends des réponses. Mais moi, je m'exprime très très rarement.
T'es connu justement pour être attentif aux autres. Moi, c'est beaucoup ce que j'ai entendu quand j'ai dit je vais interviewer Jean-Claude Legrand. Ah bah c'est incroyable, Jean-Claude, quand je le croise, il se souvenait de ce détail sur moi ou cet autre détail sur moi. Comment est-ce que tu retiens ça? Comment est-ce que tu mémorises? Parce qu'a priori, c'est assez impressionnant. Ça m'amuse. Un tatouage, une spécificité physique, parce que si tu veux, j'essaye de tout observer et d'évoquer tout. Tu sais, c'est un exemple que j'utilise quand je vais, par exemple, pendant longtemps, j'ai expliqué ça à mes équipes de recrutement au Canada, par exemple, ou en Italie. Canada, en Italie, bon, c'est une vague mondiale, hein, mais qui est très forte dans ces pays-là, qui est de se tatouer. Donc la question, c'est est-ce que je leur pose la question, est-ce que vous pensez que upfront, j'ai demandé à un tel ou un tel quel était leur tatouage? Non. Par contre, si dans la conversation, tu es capable très rapidement de tisser des liens, parce que pour tisser des liens, il faut donner des choses soi-même, et pas uniquement en prendre, et qu'il y a une confiance qui s'installe, parce que comme tu l'as compris, la confiance ne s'achète ni sur Amazon, ni sur Temu, ni chez Walmart, ni chez Carrefour, ça se construit dans des relations humaines, par une rencontre. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire cette rencontre, jusqu'où tu vas, comment tu fais. Et ensuite, très rapidement, en quelques minutes, je peux créer de la confiance par plein de signes qui vont venir de ma part, et ensuite avoir des discussions sur tout. Et quand tu arrives à aborder en moins d'une heure une question comme le tatouage d'un tel ou un tel, qui en fait à chaque fois veut dire quelque chose d'hyper personnel, tu vas avoir une conversation d'une autre nature qu'avec les gens qui vont savoir si tout le monde a fait McGill ou Concordia au Canada, dont j'ai absolument rien à foutre. Et donc la différence, elle se fait là, essentiellement par des gens qui vont avoir eu la possibilité de s'exprimer, mais tu vas savoir des choses, ou des gens qui vont avoir fait un entretien, ils savent rien. Ils ont lu ton CV, écouté des banalités, et au revoir et merci, voilà. Donc moi, les banalités m'intéressent pas, je suis parti d'un principe très simple, il y a très nombreuses années, la vie est courte, il y en a qu'une, il n'y a pas de ralenti, tu recommences pas. Donc c'est le truc de limpide, c'est droit au but, voilà. Qu'est-ce qui fait, aujourd'hui tu as 60 ans Jean-Claude? Ouais. Qu'est-ce qui fait que est-ce que tu te sens meilleur qu'à 35, 40, 45? Est-ce que je peux employer ce mot-là? Ouais, qu'est-ce que tu as développé en route? Qu'est-ce que tu as abandonné? Très différent. En fait, c'est drôle que tu me poses cette question. C'est une question que je me suis encore posée à 2 reprises. Hier soir, en prenant l'ascenseur de chez moi avec un reflet. Enfin, souvent, c'est des reflets, tu vois. Une fois, je me suis fait ce commentaire. Alors, les mecs vont dire, j'ai encore digressé parce que je suis aussi connu pour ouvrir ce que j'appelle des fenêtres window. Donc là, donc j'essaie de pas te perdre dans le fil. Donc j'étais en train, il y a pas très longtemps, de faire j'étais dans mon bureau là, donc toi, j'étais en Teams. Puis d'un seul coup, j'étais avec une femme de 30 années et j'ai senti qu'elle était hyper surprise parce que il y a un truc qui elle buguait sur quelque chose, si tu veux, c'est qu'elle me voit mon apparence, je suis vieux, ou dans ma gestuelle et dans mon phrasé, qui m'amuse, pour le coup, je n'en ai pas changé, les gens se disent pas possible, parce qu'on associe tellement l'idée d'être vieux et lent. Ah, bien sûr. Et d'un seul coup, je me suis vu dans le truc, je me suis dit, ça y est, je comprends qu'elle ne comprenne pas. Parce qu'elle voit. Mais t'as senti une forme d'interrogation chez elle? Ah, bien sûr. Elle se disait, putain, je suis face à un vieux, et le mec, il va trop vite pour un vieux, donc il y a un truc qui va pas. Et je me suis dit, mais t'inquiète pas, on peut être jeune et lent, et puis c'est pas automatique, tu vois, c'est un truc sur lequel je bosse depuis des années, les biens conscients, les apparences. Et donc, dans ce reflet-là, hier, je me suis dit, putain, j'ai pris un grand coup dans la tête, et je me suis rassuré, c'est drôle ce que tu me dis, je me suis rassuré là, de nouveau, dans l'ascenseur de l'oral, parce tu t'es dit, je suis bien quand même. Non, la lumière était pas la même. Donc, je me suis dit, putain, je me regarde dans cet ascenseur depuis 30 piges. Enfin, je suis pas toujours été ici, mais ouais. Je me dis, tiens, en fait, la lumière de l'ascenseur et la glace et tout, c'est pas mal. Le mélange, ça fait un peu pas la blague. Alors que dans l'autre ascenseur, je me suis dit, waouh, là, j'ai quand même pris cher, quoi. Et donc, non, qu'est-ce qui a changé? Justement, je veux que rien ne change. Pour que tout change, il faut que rien ne change. Mais non, je veux accepter tout à fait, d'où la photo et ce que tu me dis sur LinkedIn. Si tu veux, j'ai 60 balais et je veux absolument garder la même envie de faire des choses et pas être blasé ou pas être revenu de tout en étant parti nulle part ou pas savoir tout. Je sais tout à apprendre. Tous les jours, j'apprends des trucs. Tu vois, moi, j'essaie d'apprendre. Pour ça, je m'amuse à poster. Je me remets en cause avec mes équipes. Je passe des diplômes. Enfin, les mecs essayent d'éviter que je copie sur eux. C'est ça qui est drôle. Tu vois, et moi, ce qui m'intéresse, c'est les défis, quoi. Tu vois, quand j'ai fait cette formation au Change Management, qui a un truc qui s'appelle ProSci, moi, je suis animé d'un énorme esprit de compétition. Et donc, j'ai posé la question en disant, tiens, est-ce qu'il y a d'autres
Alors quand je suis à l'extérieur, je m'adapte. Hein. Donc d'autres DRH qui ont fait ça, et le formateur m'a dit non, il y a bien un DRH en Suède qui a suivi, mais au moment de passer les examens, il s'est arrêté. Il s'est dit c'est pas pour moi. Non, moi tu vas au bout, tu vois. Fais vraiment le truc jusqu'au bout. Donc je passe l'examen, je te dis ça me fait rire parce que les équipes, ils sont seniors, ils sont très une année, il y a 5 ans, j'ai passé le premier niveau. Hein. Je suis vraiment ceinture blanche, jaune de coaching. Mais je l'ai fait, ça a duré une année, j'ai fait plein de trucs. Et donc la blague, si tu veux, c'est que j'étais à côté d'une de mes j'ai la vieille copine qui j'ai travaillé depuis longtemps, c'est moi qui l'aime bien faire dans ce semaine il y a 25 ans. Chère Christina, je t'embrasse, elle a pris sa retraite maintenant. Et en fait, d'un coup, elle a commencé à protéger son truc. Je dis, parce que c'est des polars. Je dis, mais je vais pas copier sur toi. Moi. Calme-toi. Donc je me suis dit, tiens, je vais lui donner une petite leçon, et j'ai répondu au questionnaire. En 3 minutes 22, je l'ai séché sur place. Ah ouais, c'était plié. Je suis sorti de la salle, ils m'ont tous regardé. Après, je sais pas si les autres m'ont filé le truc, mais je pense que mes réponses étaient plutôt correctes. Où est-ce qu'il prend sa racine, ton esprit de compétition hyper développé? Dans le fait que je suis un total underdog, si tu veux. Moi, j'adore être totalement mésestimé. Donc, si tu veux, ça m'amuse tellement par l'apparence. Voilà, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais une coupe au bol, blond, j'étais petit, t'imagines, j'étais en dessus, donc le petit blond, en plus je m'appelais le grand, c'est très drôle. Donc si tu le mets sur le côté direct, tu vois ce que je veux dire, tu peux pas du tout imaginer qu'il va avoir une rage de t'éclater la tête, c'est impossible. Donc voilà, ça a nourri tout ça par une forme de discrimination. Tu vois, une petite coupe au bol gentille, de choupinou, sur le côté. Voilà. Donc moi je suis sur le côté. Ok. Voilà, donc sur le côté, si normalement t'as faim, tu restes pas sur le côté, très longtemps. T'as fait beaucoup de choses, t'es connu aussi pour être un pionnier, pour détecter, sentir les tendances. C'est un effort que je fais sur moi-même. C'est pas, je me lève pas le matin, je suis pas sourcier. Hein. Ça, c'est dans les livres de Pagnol, si tu veux. C'est un effort. C'est un effort de curiosité. C'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va bouger, qu'est-ce qui va se passer. Et en plus, tu sais, c'est toujours par les autres. Je donne un exemple là-dessus qui m'a beaucoup amusé. Donc, quand tu travailles très longtemps pour une entreprise, et en tout cas tel que moi je le fais, tu peux même y nouer des liens d'amitié. Donc moi je suis assez copain avec quelqu'un qui s'appelle, même très copain, elle s'appelle Barbara Lavernos, c'est la patronne des laboratoires de L'Oréal et de la technologie de L'Oréal. Et en fait, donc on n'a pas besoin de se regarder pour se comprendre, on se connaît depuis des années, et la beauté d'être proche, c'est qu'on peut être aussi pas d'accord. On est capable de dire quand on n'est pas d'accord, on n'est pas tout le temps d'accord, tu vois. Ça, c'est une énorme force, tu vois. On n'est pas en train de dire, oh là là, se caresser dans le sens du poil toute la journée. Mais ensemble, en 2019, à l'été 2019, on s'associe pour déployer, alors les vieux Lorrains, ils disent à L'Oréal. Donc à L'Oréal, bon, chez L'Oréal, tout à coup, c'est un petit snobisme. Chez L'Oréal, Teams, at scale. Qu'est-ce qu'on ne s'est pas fait emmerder? On s'est fait accuser d'être payé par Microsoft. C'est vrai? Bien sûr. Pourquoi on allait emmerder les managers à la rentrée de 2019 avec des formations, emmerder ton PC, venir changer tes petites habitudes et installer Teams pour des milliers de collaborateurs. Je pourrais te ressortir les mails ou les trucs de mecs, de grands dirigeants qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu nous emmènes? C'est quoi cette nouvelle idée à la con? À quoi ça va servir? Ça fait quoi ?» J'ai écouté. J'ai l'impression qu'ils t'ont remercié quelques mois plus tard. Ouais, souvent je dis ils vont faire une statue équestre, mais pas pour ça. Et donc, je dis, parce que souvent quand je m'énerve, je dis écoutez les gars, la statue, elle sera pas à pied, elle sera à cheval, parce que franchement, vous me fatiguez tellement. Et donc, du coup, si tu veux, bon, l'humour, hein, c'est un outil que je bannis surtout contre moi, c'est ça le plus drôle. Autodérision? Mais bien sûr, énorme. C'est une énorme clé. Bah, c'est la clé de tout. C'est d'être capable de se foutre sa gueule toute la journée. Moi, je suis d'accord. Et moi, je me moque beaucoup des autres, mais beaucoup de moi-même. Beaucoup des autres. C'est drôle parce que là, tu vois, je te disais avant qu'on commence que je suis en train de renouer par un WhatsApp avec des gens avec qui j'ai joué au foot sur ce que j'appelais la terre Mythica. Donc, c'est à Bagatelle, dans un terrain insalubre, avec tous les gens qui venaient. Et en fait, au fur et à mesure, quand on reprend ça, 25 ans plus tard, j'avais donné des surnoms. Parce qu'un de mes grands trucs, c'est de trouver des surnoms. En 2 secondes, je trouve des surnoms. Tu n'imagines pas les surnoms qui sont à la fois une façon de, non pas de réduire l'autre, mais de le caricaturer. Le définir. Bien sûr, c'est des blagues énormes. Et c'est resté. Et ça reste. Énorme. Regarde, là, j'étais en train de faire un WhatsApp, parce que j'en ris encore en te regardant. Je reconnecte un jeune mec qui jouait super bien au foot.
bon, qui était un peu enveloppé comme moi, et je l'avais appelé Boudadinho, tu vois, donc pas Ronaldinho, qui était la grande star de l'époque. Donc voilà, donc tout le monde sait qui est Boudadinho, tu vois, ou il y en a un autre qui jouait à l'arrière et qui était un vieux pote et qui jouait pas très bien. Donc je l'avais appelé Osvaldo, mais pas Osvaldo Piazza, qui était le grand joueur mythique de Saint-Étienne, mais Osvaldo Pizza. Enfin, je pourrais trouver, mais tu peux même pas imaginer ça. Et quand je refais le WhatsApp, je ris tout seul comme un crétin, et j'espère aussi rire en toutes les invectives Constancet et tout. Bon, donc l'humour, c'est fondamental, et moi je le pratique beaucoup dans l'entreprise. Je te dis. Souvent en commençant par moi-même. Donc les idées, elles viennent des autres. Tim, c'est quelqu'un qui nous l'avait amené en échangeant, et puis finalement on s'est dit on le fait. Et alors effectivement, vous avez vachement bien fait. Soudainement en février 2020. Alors sur le moment, les mecs t'insultent, mais en fait, tu vois, 5 mois plus tard, finalement, c'est complètement c'était pas con. Seamless. Non, c'était pas con. C'était une bonne idée. Ouais. Et ça s'est passé sans douleur. Donc aucune difficulté. La question, c'est même pas posée. Les mecs sont appuyés, ils étaient en Teams. Donc, ceux qui s'étaient formés à Teams, ça a été encore plus pratique. Bien sûr. Ceux qui s'étaient pas formés, ils l'avaient sur un PC. Bah, bien sûr. L'Oréal, AtScale, tout le monde avait Teams. Voilà. C'est pas mal. C'est super. Et on avait fait ça ensemble, main dans la main avec Barbara. Mais je me rappelle de discussions animées. À quoi t'inter, pourquoi tu veux faire ça, tu vois? Parce que je crois que c'est important. Ben, écoute, moi, si tu veux, donc je suis pas sourcier. Par contre, si tu observes, si tu écoutes, et puis surtout, si tu fais des rencontres, tu vois, c'est par les rencontres. C'est hyper amusant. Par exemple, tu vois, cette question de diversité, c'est une question qui m'avait jamais assez traversé l'esprit. Jamais. Et puis d'un seul coup, au début des années 2000... Jamais, parce que pas perçu, ne serait-ce que de la discrimination ou d'imaginer que quelque chose nécessitait cela. Exact. Okay. Même si j'avais vu dans ma famille, c'est plutôt des femmes qui dirigeaient. Mais ma grand-mère, ma mère, elles étaient commerçantes, donc c'est elles qui tenaient des boutiques. Et donc, du coup, concomitamment, je rencontre Cyril Delay, qui avec Richard Descoings, et Richard Descoings sont à l'origine des filières CEP, et me propose de participer au jury, dont je précise pour nos amis qui nous écoutent, c'était bien des jurys, il y avait bien des examens, donc c'était pas... tu vois, tout ce que j'entends comme conneries aujourd'hui, c'est pas mal. En plus, je les ai fait vraiment pendant des dizaines d'années. Et en même temps, j'ai un échange avec des gens d'SOS Racisme, et une jeune femme, qui s'appelle Sonia Amoudi, si tu nous écoutes, et et en fait, SOS Racisme, ils viennent me voir parce que personne n'avait voulu prendre le projet ici. Ils finissent dans mon bureau parce que ça n'avait intéressé personne. Et ils viennent me voir avec une opération qui s'appelle Ça va être possible. Et en fait, je les écoute et je me dis, et je m'interroge moi-même, si tu veux. Je me dis, en fait, ils ont raison. Tu reçois un CV, tu dois le reconnaître toi-même. Un CV avec quelqu'un à l'époque, tout était papier, mais quelqu'un qui t'écrit en venant de Neuilly-sur-Marne, tu réagis pas la même chose que Neuilly-sur-Seine. T'as des biais. C'est de l'honnêteté. Ils bossent. Ouais, je me dis, ils ont ouais, mais bon, ça marche pour ceux qui ont suffisamment confiance en eux pour prendre du recul. Exactement. Alors moi, j'ai, comme tout le monde, ça se travaille. Je suis pas plus confiant, j'adore prendre des risques. J'adore me dire que j'ai pas peur. Donc voilà, et j'ai peur de plein de choses. Hein. La peur, c'est un truc qui se travaille, mais les gens, ils ont surtout la peur d'avoir peur. Et donc du coup, dans ces années 2000, je me dis, entre SOS Racisme, entre tout ça, je me dis, c'est un truc, c'est vrai. Ils ont raison. Il y a un truc à faire. Et puis ensuite, du travail. Tu vois? Et puis d'un seul coup, je me dis, en fait, pourquoi L'Oréal, il n'y a pas plus de femmes? Pourquoi qui dirige, hein, pas c'est drôle parce que j'étais dans une réunion encore tout à l'heure, tu vois, moi j'ai réussi à mettre en œuvre un outil de mesure des hommes et des femmes en 2007. Donc c'est à la fois pour moi hier matin et c'était déjà il y a 20 ans. Et si tu regardes, il y a 20 ans, il y avait 17% de femmes dirigeantes quand il y en a 50. Voilà, mais tu vois, tout le monde allait très bien, 17% de femmes dirigeantes. C'est à peu près la moyenne de ce que les groupes ont aujourd'hui, en disant, ouais, il a fallu quand même 20 ans pour le faire, les gars, pour équilibrer, être à 50-50. Parce qu'en plus, il n'y a que les hommes qui pensent que les femmes vont être nommées parce qu'elles sont femmes. Pareil sur les noirs. Tout. Ou sur toutes les autres formes de race, de couleur, de sexe, d'origine. Il y a une discrimination qui me semble moins adressée dans les entreprises, qui est la discrimination liée à l'âge, et qui paradoxalement, est quand même la seule qui nous concerne tous, ou nous concernera tous. Absolument. J'ai le sentiment que tu as été précurseur là-dessus aussi. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense, si tu veux, que ce qui m'amuse, c'est que j'ai commencé à m'occuper de ça quand j'étais jeune. Parce qu'à la limite, tu pourrais me dire, aujourd'hui, tu as 60 balais, c'est normal. Donc c'est normal. Tu défends des intérêts qui sont liés à... Mais à 25 ans, ça t'intéressait déjà? Boomer, tout à fait. Tout à fait. Ça m'intéressait parce que je regardais mes parents, je te dis tout à fait. Mon père a été viré comme Klebs à 53 ans.
Donc ça m'intéressait d'essayer de comprendre ce que je pourrais faire quand j'aurai moins des responsabilités. Parce que la question, tu vois, qui est très importante dans tous les jours, chaque jour où je fais un truc, c'est pas de me dire si j'avais la responsabilité, je les ai. Donc comment je les exerce? De quel côté de l'histoire je me place, tu vois? Dans ce moment si troublé, comment je me comporte? Est-ce que je me dis, après tout, la diversité, faire attention. Alors, ils ne nous ont pas écrit, je rassure tout le monde, ils n'écriront pas. Comme vous l'avez compris, ils ont écrit aux fournisseurs. C'est des appels d'offres fédérales. C'est un process. J'ai trouvé la réponse de M. Pouyanné remarquable, c'est qu'il a bien rigolé, hein, des mecs de quotidien qui le tendent un micro. Il dit oui, on a bien reçu au service carte à essence de Total. Bon, très bien. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les recettes, c'est-à-dire qu'ils ont appliqué une recette, qu'il y a bien des fonctionnaires zélés qui ont dit les modalités changent, il faut écrire à Zordoué. Voilà. Bon, maintenant qu'il est urgent, comme l'a dit d'ailleurs Patrick Pouyanné, de ne rien changer. On a une vision. Nous, on est ici dans une entreprise européenne de taille mondiale, née en France, avec un actionnariat familial de très long terme, qui est sur des valeurs universalistes, laïques, républicaines. Voilà. Parce qu'on peut dire l'ascenseur social ne marche pas. Enfin bon, c'est pas vrai. Hein, ça marche. Ça pourrait mieux marcher, mais il y a plein de choses possibles, les amis, dans ce pays. C'est un pays extraordinaire. On passerait moins de temps. Bah bon, il faut relire Voltaire. Voilà, on passerait moins de temps à s'auto-flageller. On irait beaucoup mieux les uns les autres. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes et aux hommes de 45, 50, 55, 60 qui ont été un peu abîmés, qui se sentent un peu discriminés, qui ont envie et qui pour autant ont la flamme, ont envie de donner, ont le goût pour la remise en question, la curiosité dont tu parlerais? Tu leur dirais quoi? Je leur dirais d'abord, premier conseil que je donnerais, il n'y a absolument qu'une seule vie. Il n'y a pas de replay, il n'y a pas, tout ça, ça n'existe pas. Donc la procrastination, l'idée de se dire, alors, moi je ne vais pas le faire maintenant, mais je vais faire un truc génial, mais il n'y a pas 3 ans. Il n'y a pas 3 ans, les gars. Vous voyez bien qu'on est dans un monde incertain. Tu imagines la polarisation du monde, c'est-à-dire qu'on est tous en train de se dire quand même, là, en avril, ne te découvre pas d'un fil, là, depuis une semaine, il fait quand même chaud, les gars. Et pendant cela, t'as l'autre côté de l'Atlantique, il dit drill, drill, baby, qu'on n'a rien à foutre du changement climatique. Donc on est dans des injonctions paradoxales, contradictoires, totales. Il faut revenir au grec, hein, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va, tu traces un cap. Donc le cap, c'est tu vas pas avoir une deuxième chance, tu as 45 ans. Inutile de désespérer, c'est toi, tu sais, c'est ce que je dis souvent à mes équipes, genre, il y a une super bonne nouvelle. Tu es la solution. Mais il y a une très mauvaise nouvelle, tu es aussi le problème. Tout vient de nous. Qu'est-ce qu'on veut dire aux autres? Comment on va à la rencontre des autres? Comment on va se comporter? Tu vois? Donc, on est la solution et le problème. On est humain et c'est nous qui devons faire cette différence. Donc, tu as 45 ans, tu as eu des emmerdes, c'est pas grave, tu passes le plus vite l'éponge. Tu vois, il faut pas perdre de temps. Des inimitiés, move on, des petites guerres picrocolines, débiles, perdez pas de temps. La vie, il y en a qu'une, elle est hyper précieuse. On a tous autour de nous des ennuis. Hein, tu vois, je te parlais de ce WhatsApp parce qu'en plus, du coup, ça remémore des souvenirs d'un ami en commun avec qui on a beaucoup, beaucoup joué à pratiquer le football, qui est mort il y a 10 ans, d'un cancer. Voilà, donc les gens, ça les barre, quoi. Cancer, c'est pas un tabou, tu vois. C'est pareil, moi, j'ai pas eu de cancer, mais j'ai mis en place une politique extrêmement active sur le cancer. Parce que depuis très longtemps, je vois bien que quand ce mot est prononcé, les gens respirent plus. Ça leur coupe le souffle. Cancer est devenu dans notre société disparition. Et en plus, t'as une gradation. Donc, tu vois, cancer du sein, les gens se disent, tiens, il va peut-être s'en sortir. Cancer du pancréas, les mecs te voient mort. Donc voilà, c'est très très dur. Donc moi, toute forme, moi, mon combat, c'est donner sa chance au plus grand nombre. Il y a une place extraordinaire pour chacun, pas tout le temps chez L'Oréal, mais chez L'Oréal aussi, pourquoi pas. Et ensuite, à quoi je peux aider les gens à être le meilleur possible? Tu sais, moi, j'ai beaucoup lu de trucs sur la préhistoire, ça m'intéresse, l'histoire d'homme. J'avais découvert notre ami israélien bien avant. J'avais fait une conférence d'ailleurs avec son bouquin. Je pense encore aux gens qui m'ont vu arriver. Alors, pourquoi je fais un truc avec ce mec-là? Parce que quand j'essaye toujours de lire, d'être toujours en avance, de me remuer le cul, en fait. Quand je lis le bouquin, je dis le bouquin il est vraiment intéressant. Mais je suis pas le seul à me rendre compte, tu vois. Par contre, je me rends compte un peu avant. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup intéressé. Et surtout, je crois que c'est chez lui ou peut-être chez Copain. Nous, on va vivre 60 secondes à l'échelle de la planète, tu vois. Donc, moi, je dis 7 minutes, il faut faites en sorte qu'elle se passe bien. Tu vois, pas d'essayer d'emmerder les autres, de leur poser des problèmes. C'est pour ça que je te dis, on est le problème et la solution.
Et c'est vrai dans nos vies personnelles, c'est vrai dans nos vies amicales, c'est vrai dans nos vies professionnelles. Et voilà. Donc moi, mon job, c'est d'éviter que les gens qui vont essayer de faire le plus de mal aux autres aient 1 seconde pour le faire. Tu vois, Space Invader, j'arrive avec mon drone, boum, dehors. Exit. Ah, exit direct. Ah, direct. Ah ouais, je suis pas toujours sympa. Hein. Ouais, Okay. Je pense que si les gens parlaient de moi, ils diraient même que je suis assez dur, en fait. Est-ce qu'on peut être beau à tout âge ? J'entends souvent des gens qui disent « Ah bah t'es beau pour ton âge », ce genre de phrase abominable. Justement, on peut être beau et vieux, beau et jeune, beau et blanc, beau et noir. Non, au contraire, moi je défends à mort cette vision universelle. Je trouve que c'est génial. Non, c'est drôle parce que Charlotte, ma femme, tu vois, elle est la première à avoir été chercher Jane Fonda pour faire des pubs il y a 20 ans. Et à l'époque, Jane Fonda, tout le monde disait quand même, elle est un peu vieille. T'imagines, elle est 20 ans plus tard en train encore de faire des pubs pour l'Oral Paris. Et maintenant, tout le monde trouve ça génial. Ouais, ah oui. Mais c'est Nicole Garcia qui avait fait un film de pub avec elle, avec Jane Fonda. C'était formidable de réunir Nicole Garcia et Jane Fonda. Avant que l'intelligence artificielle fasse toutes les pubs elle-même, avoir un bon réal, une belle histoire, des belles images, et des gens qui sont beaux et vieux, c'est formidable. Nicole Garcia, quelle fantastique réalisatrice, qui a su capter ses premiers trucs de Jane Fonda. Je dis, tout ça s'est passé il y a 20 ans. Qu'est-ce que tu dirais au Jean-Claude qui avait 25 ans Tu lui dirais quoi ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais un conseil, quelque chose à lui dire Déjà, tu vois, j'étais un peu, tu sais, c'est drôle. En fait, tout a toujours un sens, si tu creuses vraiment. Donc, tu vois, tu viens de me rappeler Jean-Claude. Souvent, les gens, pas souvent, mais par moments, les gens me disent, tiens, c'est bizarre. Alors, c'est moins vrai maintenant, parce que je suis vieux. Mais quand j'étais jeune, les gens me disaient, mais c'est drôle, c'est un prénom de vieux, ton truc. Je dis, ouais, c'est pas tout à fait de notre génération, mais il y a quand même... j'ai pas croisé beaucoup de Jean-Claude, tu vois, dans la génération d'au-dessus de moi, il y avait plein de Jean-Claude. Mais bien sûr. Tu vois, je sais pas, Jean-Claude Boutier, qui était un grand boxeur des années 70. Non, mais t'es un jeune Jean-Claude. Jean-Claude Bourret, qui présentait... Je dis, bon, est-ce que t'es bien accroché? Parce que si tu veux que je te dise vraiment pourquoi je m'appelle Jean-Claude, je vais te dire pourquoi je m'appelle Jean-Claude, mais t'es prêt. Alors, il se trouve que là, j'ai dit plusieurs fois pourquoi, donc il y a des gens qui ont commencé à comprendre. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je m'appelle Jean-Claude. Je m'appelle Jean-Claude parce que c'était un truc qui se faisait pas mal à l'époque. C'était le prénom de mon oncle, mort, fauché par une bagnole à 22-23 ans. Donc, pendant très longtemps, moi, dans les yeux de ma grand-mère paternelle, j'ai vraiment pensé que j'irais pas au lard. Hein. Moi, je suis dans un sentiment d'urgence, si tu veux. Pour moi, en plus, t'imagines, ma grand-mère habitait à côté de là où son fils aîné avait été tué, à Neuilly-sur-Seine en l'occurrence. Donc, si tu veux, pour moi, je posais beaucoup de questions. Souvent, j'interrogeais mes parents. Mais Jean-Claude, il est mort à quel âge? Il s'est fait tuer à quel âge? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était des tabous terribles. Tu prononçais même le nom, ma grand-mère fondait en larmes. Donc, c'était hyper difficile. C'était dans des moments où tu parlais pas ou peu, les mots étaient pas dits, tu vois. Et donc, mais moi, je me disais, bon, ok, donc, j'ai 20 ans à vivre, quoi. Tu vois, en gros, il va m'arriver la même chose, c'est obligé. Ils m'ont filé le même prénom. C'est presque écrit. Je vis au même truc. C'est sûr. Donc, si tu veux, moi, je suis dans une urgence permanente de me dire, il va m'arriver un problème. Voilà, en plus, je cumule tous les trucs qu'on les met, je suis complètement hypocondriaque, je flippais à mort de prendre l'avion. Bon, en fait, c'est drôle parce que là, comme c'est beaucoup moins... Mais ça, c'est très drôle. C'est sûr, comme j'ai beaucoup moins voyagé, à chaque fois que je prends l'avion, je me dis, c'est la dernière fois. Enfin, pas la dernière fois que je le prends, la dernière fois. Ouais. Il va y arriver. C'est les derniers instants. C'est clair. Donc, si tu veux, j'ai toutes ces limites absolues que j'essaye de gérer. Et donc, du coup, ça se rajoute à tout ça. Donc, moi, si tu veux, alors là, c'est straight on, aucun truc. Tu vois, pour moi, je cours, quoi. Donc, tu as le sentiment d'avoir de la chance d'avoir 60 ans. Absolument. Inimaginable. Et c'est une chance. Bien sûr, inimaginable. Je te dis, je pense à ce copain qui est mort il y a 10 ans, que j'ai vu dans ses derniers instants avec Aix-en-Provence. Non, un truc de fou. Non, je cours. J'ai ma part arrêté de courir. Qu'est-ce que tu dirais à celles et ceux, parce que la discrimination qui est liée à l'âge, elle existe quand même, et là j'étends le spectre, on n'est pas que chez L'Oréal. Qu'est-ce que tu dirais aux dirigeants, à ceux qui ont le pouvoir de décider? Je dirais que c'est lamentable, je dirais que c'est stupide, je dirais qu'ils perdent un savoir-faire de dingue, qu'il n'y a pas que des mesures d'âge pour gérer les gens, qu'il ne faut pas les appliquer de façon complètement univoque. Enfin voilà, tu vois, je prendrai le temps de réfléchir. Et pas parce que maintenant je suis vieux. Si tu pouvais exercer un autre métier, si tu pouvais faire un pas de côté, là maintenant, tu ferais quoi? Je ferais, alors je t'ai dit, quand j'étais vraiment plus jeune... Vétérinaire, ce serait le même? Je rêvais d'être vétérinaire, mais je suis tellement dysorthographié. J'étais pas très fort à l'école, parce que je me concentrais pas vraiment, je pensais à d'autres choses.
Et puis, je n'étais pas du tout mis en confiance, donc je ne me rendais pas compte de ce que je pourrais faire. Ensuite, j'ai voulu être diplomate. Voilà, donc si tu me demandes, diplomate, c'est un truc que j'aimais bien. J'aimais bien cette idée de faire des liens entre les gens, de faire des passerelles, d'essayer d'aider, de jamais couper le lien, pas par faiblesse, mais par force, justement. Donc voilà, j'aime bien cette idée de diplomate. Quelques petites questions. Si tu avais un livre à recommander, tu recommanderais lequel? Je recommanderais... c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Alors, je le relirai peut-être pas comme ça, mais tu vois, Voyage au bout de la nuit. Je pense que c'est important d'aller au bout de la nuit, de comprendre les souffrances de cette guerre de 14. C'est très amusant de voir comment Céline a été... Et en plus, j'adore, parce que j'ai par mes études, ça, j'ai beaucoup lu d'auteurs dans l'entre-deux-guerres. Okay. Et qui souvent ont basculé du mauvais côté et qui ont été considérés comme des très grands écrivains. Tu vois, par exemple, un écrivain aujourd'hui maudit, Brasillac, il a écrit des trucs. Alors, il faut écarter, bien sûr, toute leur prose, même Céline. Mais Voyage au bout de la nuit, c'est un truc... Donc, je me suis intéressé à ça, tu vois, jusqu'à Peggy, lire Barès, lire toute cette littérature. C'est amusant. C'est amusant de la lire 100 ans plus tard. Et puis de voir ce qui se passe en temps. À quel point c'est actuel? Pas mal. Mais bon, ce que je dis à tout le monde aussi, hein, tout le monde voyait en couleur et rien n'était en noir et blanc, les amis. Hein, donc, faut pas se tromper, là. Est-ce qu'il y a une réplique de film que t'aimes? Oui. Les cons, ils osent tous, à ça qu'on les reconnaît. Et c'est quelque chose que je cite depuis à peu près, je sais pas, 25 ans et qui m'a toujours beaucoup amusé dans mon métier. Ouais. Et je peux dire que c'est vrai. Si tu pouvais inviter qui tu voulais à ta table, t'inviterais qui? Comme tous les Français, j'inviterais Louis XIV, Napoléon, tu vois, j'ai un espèce de rêve historique de grandeur de la France. Ouais, j'aimerais bien. Ça m'amuserait de comprendre comment l'ego de Napoléon, alors qu'il était si fort, lui était fort, mais son ego aussi, l'a foutu par terre, tu vois. J'adorerais avoir une discussion avec lui pour comprendre comment il est à Waterloo. Donc, tu vois, j'ai été pour les 100 ans de la bataille à Waterloo, et donc je regardais, essayer de comprendre. Voilà. Il faut aller à Waterloo pour comprendre. J'ai reconstitué la bataille dans ces champs de blé, comment d'un seul coup les Français pensaient gagner là. Parce que cette bataille, elle est déterminante. Au-delà de savoir si on va à Londres, à Waterloo Station, si tu veux, elle a remis en cause beaucoup de choses dans l'ordre du monde. Et moi, elle m'intéresse. Donc, pourquoi d'un seul coup le monde bascule, le sort d'un homme, le sort d'un pays, le sort d'une nation, le sort d'une région? Parce que en perdant la bataille de Waterloo et les autres négociants dans son dos, ça limite quand même notre langue, notre puissance dans le monde. Il y a 200 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas sur toi et que tu as envie de dire? Non, que si tu veux, moi je lâche rien. C'est les gens qui me plaisent. Ça. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée ou quelque chose que tu as envie de dire pour conclure cette interview, Jean-Claude? Que plus le moment est troublé, plus il faut rester d'abord unis. Tu sais, c'est drôle parce que tout à l'heure, ce matin, j'étais avec une ancienne ministre, femme politique française, qui est sortie de la politique et faisait autre chose, qui d'un seul coup m'a posé cette question en me disant, mais je dis, j'en fais tous les jours, mais je suis pas la même que la vôtre. Moi, j'agis, je fais des trucs qui ont un impact. Tu sais, dès que tu commences à avoir deux idées qui s'enchaînent à me vrai correctement, donc surtout pas. Non, moi, je suis au service des autres, mais surtout des gens de rien. Donc, voilà. Donc, tout ça. Tu vois, moi, j'essaye en permanence. C'est difficile pour les gens de croire, mais j'essaye le plus possible de mettre mon ego de côté. C'est un long travail. C'est souvent ce que j'explique. C'est pour travailler avec moi, il faut être capable de passer entre la porte et la moquette. Donc, tu vois, l'espace est petit. Ok. Donc, les gens qui ont un melon, en plus, tu dis, j'ai passé du temps dans ma vie dans le sud, donc j'adore les gens qui ont un melon de Cavaillon à la place de... Quel temps perdu. T'arrives à les détecter? Ah, très vite. Et oui, moi, j'adore. Je suis très bon détecteur d'ego. Très bon détecteur d'ego. Tiens, écoute, il y a quelques jours, j'étais dans une réunion avec mes équipes. Je vais écouter les gars. Il y a deux possibilités. Alors là, il y a une possibilité que je vois, là, que j'entrevois, c'est que, en fait, j'ai très longtemps travaillé avec une assistante qui est partie il y a une dizaine d'années, qui continue à travailler pour moi à titre personnel, en dehors de l'horaire. Et j'ai écouté Muriel, s'appelle Muriel revient de faire un super voyage en Ouganda, chez les gorilles d'Ouganda. Donc mon conseil, on va lui demander l'adresse du lodge. Et je pense que vous avez 2-3 patrons, vous allez les envoyer faire un tour là-bas, parce qu'ils ont quand même beaucoup plus de chances de retrouver leur famille là-bas qu'à nous casser les burnes avec un ego mal placé, en alpha-mail sans intérêt. On n'a pas du tout de temps à perdre. Donc ils aillent faire un tour, ou au Rwanda ou en Ouganda, je vais leur donner les adresses, et on va les réintroduire dans la nature.
ils iront se taper gentiment sur la poitrine avec leurs doigts argentés, ils n'ont rien à foutre chez nous, les gars. Voilà. Donc, c'est ma nouvelle idée d'hier, c'est donner l'adresse. Tout le monde s'est bien marré, on a pensé aux mêmes personnes, et maintenant on va bosser. Mais il y en a quand même, franchement, oui. Ils ont beaucoup plus leur place dans, je te dirais, les montagnes embrumées de l'Ouganda ou du Rwanda que ici à essayer de manager les choses avec justement dignité, respect, sans faire semblant d'être le chef. Tu vois, moi, c'est pas de faire le chef. L'ego, c'est nocif dans une organisation. Ouais, bien sûr. Bah, d'abord, c'est nocif pour les gens eux-mêmes. Ah bah ça, c'est sûr. Ils pensent que ça les drive et ensuite ils vont attaquer les autres en se prenant personne n'est supérieur. Chacun d'entre nous, on a des qualités différentes. Alors après, il y a des différences qu'on peut faire. Il y a des gens qui travaillent plus ou moins, tu vois, et c'est pour ça que, je sais pas qui, un espèce de crétin, des fois quelqu'un qui m'écrit immédiatement à WhatsApp en disant, il y a 150 personnes, il y a un mec qui dit, tu es contre le télétravail. Je suis pas du tout contre. Je suis pour la flexibilité. Par contre, je suis contre, alors absolument le full télétravail. Et là, je peux dire que j'étais bien un des premiers à dire, là, les gars, on déconne. Alors ici, il n'y a pas eu de problème parce que je participe activement à la décision. Mais ailleurs, j'ai tellement rigolé, voir ces boîtes, toujours les mêmes, qui vont t'expliquer le futur du travail, qui sont les premiers à être revenus en full-time, qui finalement, comme ils sont des faux culs, ils vont dire non, finalement, on l'a fait, mais on l'a pas fait. Non, c'est pas si con. Les gars, votre truc est clair comme du jus de chaussette. Donc voilà, non. Moi non. Avoir une forme de flexibilité, oui. Mettre les gens à distance et faire en sorte qu'ils s'éloignent, la réponse est non. Très clair. Jean-Claude, un immense merci. Je t'embrasse. À bientôt. C'était un plaisir. À plus tard. Partagez. Si vous avez aimé cette interview de Jean-Claude Legrand, au moins autant que moi, abonnez-vous. Et n'oubliez pas que l'expérience, c'est tendance. Noldy is trendy. À la prochaine, avec plaisir.